Bonjour à tous. Voilà, donc on va commencer presque quasiment à l'heure. Donc là, on va avoir un micro parce qu'on est enregistré et on est filmé. Alors on va pouvoir quand même rester détendu parce que c'est pas du direct, hein, donc on va pouvoir au besoin s'occuper du montage. Donc on va commencer quand même par se présenter un petit peu. Donc moi vous me connaissez tous avec certaines casquettes, plutôt les casquettes à Saint-Denis, dans le centre-ville de Saint-Denis. Donc là on est toujours à Saint-Denis, mais là je suis là avec une autre casquette qui est temporaire en tout cas pour l'instant, puisque là je suis, ça s'appelle ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, à Paris 8, auprès donc du master FIS, éducation, formation et intervention sociale. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que vous me voyez aujourd'hui. Ce qui ne me fait pas abandonner les autres casquettes pour autant. Et donc, vous présentez un petit peu l'équipe, on appelle ça le staff dans les enquêtes. Donc, Eric Plaine, voilà, qui est venu travailler avec moi sur ce projet. On peut dire qu'on a été sur les bancs de la fac ensemble, voilà. Donc, c'était l'homme de la situation parce que on a à la fois été formés ensemble sur les questions d'analyse institutionnelle, qui est la méthode qu'on utilise là, d'ethnométhodologie. Et puis, en plus, il gère un tas de trucs techniques que moi, je ne peux pas gérer. Donc, c'était vraiment l'homme de la situation. Et puis l'équipe du master, donc les gens en tout cas qui ont été avec nous au moment de l'analyse, parce que vous avez vu d'autres personnes qui ont fait les entretiens mais qui n'ont pas forcément continué avec nous. Une personne n'était pas là, ne peut pas être avec nous, et une autre nous rejoindra tout à l'heure. Mais vous avez l'essentiel de l'équipe. Donc Maude, Aurélien, Delphina, Myriam et Amélie. Voilà. Pierre, tu vas peut-être nous présenter un petit peu ce qu'on fait là dans cette maison, et puis on va enchaîner avec d'autres informations. Je t'ai pas présenté. Alors, Pierre Quétier, donc je suis enseignant à Paris 8 et je participe d'un dispositif qui s'appelle IDEFI Créatique et qui a permis cet atelier. Donc les IDEFI, vous situez ? Alors c'est le dernier des investissements d'excellence. Vous savez, à un moment, il y a eu un grand emprunt qui a été fait et puis l'idée était de mettre de l'argent de manière précise à des endroits où ça pouvait avoir des effets de levier. Donc il y a eu de la recherche des laboratoires d'excellence, des investissements des équipements d'excellence. Et la dernière mesure, ça a été les formations d'excellence. Donc Paris 8 a été initiateur d'un de ces projets-là et a amené Paris Ouest, donc notre partenaire, et la MSH, Paris Nord. Donc, on a déposé un projet et on a obtenu donc de l'argent pour 8 ans, de manière à faire passer un peu nos formations je dirais, dans la modernité, si elles ne l'étaient pas déjà. Les choses changent vite. Et donc selon 4 axes, créatique, donc le nom c'est créatique, création, art, etc. Et TIC, technologie de l'information et de la communication. Donc le premier axe, c'est l'idée qu'on aimerait que de plus en plus les formations universitaires soient des formations par l'action, pas tant des endroits où on balance verticalement du savoir à des gens qui ouvrent la bouche, mais le savoir étant de plus en plus disponible, eh bien l'idée c'est de former par l'action. Alors on a trois thèmes, la formation, la recherche, qui est ce qu'on fait de mieux tout de même normalement à l'université, et la formation. Donc on décline ces choses-là, action, recherche, recherche-formation, etc. selon les cas. Donc là par exemple dans cet atelier on est typiquement dans de la recherche-formation, ou de la formation-recherche, c'est-à-dire que en faisant effectivement de la recherche, eh bien, on se forme aux techniques de sociologie. Deuxième axe, donc l'usage des technologies de l'information et de la communication. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, si on emploie ces technologies, on va faire ce que l'on faisait avant, mais différemment, mieux, plus vite, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette idée que si on utilise ces technologies, ça change la manière dont on fait les choses. Ça change la formation, ça change la recherche. Et si les étudiants peuvent être très tôt acculturés à l'usage de ces techniques, eh bien, ils ne vont pas faire leur futur métier de la même manière. Ça va changer les métiers. Troisième idée, donc, c'est l'idée que, étant donné que
idéalement, il y aura moins de cours où on pourra se former à distance. Eh bien, alors c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, l'idée des parcours étudiants. C'est-à-dire qu'un étudiant va prendre des troncs communs et puis ensuite va un peu faire son marché dans l'université. Donc c'est quelque chose qui ne se faisait pas trop. Les formations sont assez tubulaires. On rentre dans une licence, dans un M1, dans un M2. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse un peu panacher sa formation. Ce qui est une liberté, mais ce qui n'irait pas sans accompagnement. Donc l'idée de l'IDFE Créatique aussi, c'est d'amener les mesures d'accompagnement pour aider les étudiants dans leur parcours. Voilà, et donc le quatrième objectif, qui est même important vis-à-vis de nos financeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, c'est l'insertion professionnelle. Donc on s'est donné un objectif de 80% d'insertion professionnelle à l'issue des masters, ce qui dans certains masters ne pose pas de problème, mais dans d'autres, certains masters artistiques, par exemple, ils ont des taux d'insertion bien inférieurs, et donc on vise à ce que les étudiants trouvent un boulot qui leur plaise dans leur corps à la fin de leur formation. Voilà. Donc c'est l'IDFE Créatique qui a donné quelques moyens à cet atelier, de manière à ce qu'il puisse se faire, et qui en donnera peut-être encore plus dans le futur, on l'espère. Merci. Voilà, donc on continue du coup comme on a un petit peu inversé. Donc dans la salle, certains d'entre vous, pas mal d'entre vous se connaissent. Donc on a ici des personnes qui ont été interviewées, mais pas que. Et parmi elles, donc il y a beaucoup d'artistes de Saint-Denis. C'était une des raisons aussi, enfin un des choix de notre échantillon, c'était d'avoir des gens à Saint-Denis, dans l'idée aussi que peut-être derrière cette enquête il y aurait après des travaux communs. Mais on n'a pas que des gens de Saint-Denis non plus. Et puis on a ici des gens, je vous en dirai un mot tout à l'heure, de notre équipe des fabriques de sociologie. Donc des artistes, et puis quelques personnes du quartier quand même, qui sont les représentants, les piliers des fabriques. Voilà. Il faut que je vous dise quelques mots quand même sur l'historique de ce travail, puisque ce sera en fait la quatrième enquête que dans le cadre de notre master. Alors j'ai oublié de dire que, puisque la logique créatique c'est aussi interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, notre équipe est mixte, master donc éducation, formation, intervention sociale, et master création artistique, coopération artistique internationale, voilà. Et donc on peut dire que la pluridisciplinarité a bien fonctionné chez nous. Donc 3 autres enquêtes ont eu lieu avant celle-ci, dans un autre cadre, puisqu'on a fait, certains d'entre vous le savent, qui ont même participé, une enquête sur la propreté des espaces publics qui a eu lieu en 2004, je crois. Une sur le petit commerce, commanditée par le marchand de café et qui n'est plus là, et la librairie Folie d'encre de Saint-Denis. Ça, c'était 2 ans plus tard, en 2006-2007. Et puis la dernière, qui n'a pas eu lieu à Saint-Denis, qui était une enquête sur les relations de voisinage dans des immeubles de la Porte d'Orléans. Voilà. Donc dans un dispositif identique avec des étudiants dans le cadre de formation. Voilà. Donc, on faut quand même vous dire que cette enquête-ci a donc été commanditée par les fabriques de sociologie. Alors, je vous en dirai que 2 mots parce qu'on ne peut pas s'éterniser trop aujourd'hui. Donc, les fabriques de sociologie, c'est un projet qui a été déposé ici, à la MSH, qui a donc obtenu le label MSH et un petit budget. En tout cas, ça a permis de réunir une équipe de chercheurs à l'échelle, alors on dit nationale, on a 3 équipes, Rennes, Montpellier et Saint-Denis, et à l'échelle de Saint-Denis, de constituer le groupe d'acteurs de quartier, artistes et acteurs. On a décidé qu'on était les fabriques dionysiennes de sociologie. Voilà. Ce qui nous a permis aussi, on travaillait donc sur 2 échelles, l'échelle globale et l'échelle locale, où on a pu faire ce qu'on souhaite, c'est-à-dire lier la recherche à nos activités de terrain. Donc, dans le cadre de cet atelier laboratoire, on avait dit, ce sont les artistes des fabriques de sociologie qui seront les commanditaires. Bon, il se trouve que plusieurs d'entre eux sont partis en tournée internationale à cette époque-là, donc ils n'étaient pas là. Et donc, c'était Henri Boquillo, ici présent, plasticien, qui s'était retrouvé un petit peu dans le rôle de commanditaire. Et l'intérêt, j'allais dire, de notre approche, c'est qu'on est
on est obligé, c'est notre logique, de prendre en compte la réalité des situations. Et donc cette commande où Henri a été un petit peu, on lui a forcé un peu la main pour être commanditaire, elle tenait pas parce qu'elle n'était pas, elle correspondait pas à une situation réelle. Du coup, on avait le commanditaire créatique, on avait le commanditaire du master et commanditaire des fabriques, ça faisait beaucoup de monde. Donc du coup, on a dû réanalyser tout ce travail de toute cette situation et on a conclu que le commanditaire c'était aussi bien Henri que moi. Voilà. Donc nous, on travaille aussi avec des... Quand on parlait de casquettes, on est capable d'avoir plusieurs casquettes à la fois, à condition qu'on en ait discuté en collectif et qu'on l'ait analysé pour ne pas être dérangé par du multicasquette. Voilà. Donc les commanditaires, en fait, sont Henri et moi sur cette question-là. Voilà. Un tri. Allez-y, faites entrer, comme ça, c'est pas grave, on fera des claps. Non, bon, ils sont repartis. Voilà. Une dernière petite chose avant d'entrer vraiment dans la partie de notre exposé, c'est qu'on a choisi de vous présenter un travail en cours. On a travaillé dans des conditions de temps extrêmement serrées, j'allais dire à la limite du raisonnable. Donc, on s'est dit que plutôt que d'essayer de présenter quelque chose de lisse et de prétendument abouti, qui allait être extrêmement réducteur, on a dit, eh bien, puisqu'on est dans une logique universitaire et une logique de fabrique de sociologie, on va ouvrir le chantier, on va vous montrer là où on en était vendredi, si on peut dire vendredi soir, avec un petit ajustement ce matin. Donc voilà, on ouvre l'atelier et on va en fait vous restituer notre cheminement, les pistes qu'on a tentées, les beaux schémas que vous voyez derrière. Là en fait, vous les verrez en mieux sur l'écran. C'est tout le cheminement qui nous a permis de tirer différents fils à partir des entretiens que vous avez bien voulu nous accorder. Je crois que j'ai fini ma partie et que tu vas pouvoir, qu'on va pouvoir lancer. Bien. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer. Donc là, vous avez la chance de voir les halles de Saint-Denis. Donc c'est en partie là qu'on a travaillé. On a travaillé ici. Donc voilà une partie du staff. Ça c'est le début de notre travail. Donc vous voyez les papers sur les côtés, qui sont en fait à chaque fois des fruits d'analyse. Alors les dispositifs socio-analytiques, en fait, ils répondent à deux façons d'agir. Soit on prend un dispositif socio-analytique et on dit on va faire un dispositif socio-analytique d'intervention. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part avec des intervenants parce qu'il y a un clash, il y a une situation qui est confuse et difficile. Ou alors il y a un dispositif socio-analytique, celui qu'on a adopté là, qui est plus lié à de la prospective, à de la réflexion sur une thématique donnée. Donc c'est notre travail aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on part d'une question de départ, d'une commande, commanditaire, autant pour moi, d'un commanditaire, et cette commande, par rapport à un staff, elle doit être analysée. Souvent, un commanditaire a un fruit et un champ de réflexion, mais dès que ce champ de réflexion est opposé à un staff d'analyse, en fait, souvent, il en découle des demandes qui étaient cachées. Donc c'est le travail des premiers du staff, c'est d'analyser la commande de façon à en comprendre les demandes réelles. Une fois qu'on a établi ça, eh bien, j'avance un petit peu. Voilà, c'est personne ici présente. Donc là, on est à la maison, à la salle des arbalétriers, donc ça a été une très bonne salle au niveau de sa localisation intérieure, parce que vous allez voir après que tous nos paperboards, voilà, ça leur permettait de trouver une place sur toute la salle et de pouvoir, quand on dit l'analyse, je crois qu'en grec c'est analouos, c'est déconstruire. Donc en fait, ça permet de reprendre tous ces paperboards là qu'on avait mis ça et là, on dit tiens, ce sujet-là il est intéressant, on va le traiter comme ça, et puis de les remettre dans l'ordre et regarder mais comment a-t-on fait pour pouvoir arriver au produit final. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, c'était intéressant de vous le montrer, et en même temps qu'on va vous expliquer chacun notre tour comment on a fait, comment on a construit, ça vous permettra d'être en situation. Donc voilà ces paperboards qui ont été copiés, et on va pouvoir les voir les uns après les autres. Ça, je vais peut-être, c'est ce que tu avais dit, oui, je peux le zapper. Voilà. Donc on va en arriver ici. Une fois qu'on a cette commande, analysé cette commande, on va préparer ce qu'on appelle une question de lancement. La question de lancement, c'est quoi? Il y a 3 phases. La phase A, la phase B et la phase C. Je vais commencer par la phase A. La phase A, c'est j'ai fait cette analyse de cette commande, j'ai un casting d'individus à interviewer, qui font partie, bien entendu, du champ de l'analyse, à savoir des artistes ou des gens qui font partie du paradigme artistique.
Donc en allant les voir, il faut que je dise qui je suis. Voilà, je suis mandaté, je suis sociologue, je suis étudiant, ceci, etc. Pourquoi ? Parce que là, les commanditaires s'interrogent sur, par exemple, l'art dans la cité, ce qui est le cas, etc. Ensuite, on va mettre le contexte. Donc ça, tu l'expliqueras tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Ou même tu peux l'expliquer tout de suite, d'ailleurs, ça peut faire le pont. Non ? Tu veux le faire après ? Non, vas-y, dis-moi juste que je raccroche. Le contexte, c'est-à-dire mettre la personne, l'interviewée, dans la situation avec des éléments suffisants, parce que sinon ça va pas être enregistré, avec des éléments suffisamment de connaissances pour pouvoir lui poser le B, ce qu'on appelle la question de départ, la question de travail. Donc maintenant, tu vas expliquer la... Voilà. Oui, donc avant la petite phrase qu'on regardera tout à l'heure où on dit « Maintenant, je vous pose ma question », il y a le petit paragraphe d'avant qui explique quelle est la problématique qu'on va travailler. Parce que si on avait dit, d'ailleurs on en a fait l'essai avec le premier entretien avec Henri, si on dit « Donnez-moi votre avis sur art et intervention sociale », on obtient des discours assez vides, enfin des discours convenus. Enfin, on n'a pas grand-chose à dire, même si on est gentil, qu'on essaie de répondre, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Là, ce qui est sans doute une spécificité de notre méthode, c'est qu'on cherche une question qu'on a envie de travailler, nous, qui nous préoccupe. Et dans la question qu'on a posée, peut-être c'était un peu étrange pour vous, mais du coup, Henri et moi, on a fait ce travail-là en disant, mais nous, qu'est-ce qu'on a envie de travailler, qu'est-ce qui nous implique là-dedans? C'est-à-dire que c'est des questions impliquées. Donc nous, on s'implique et on demande du coup, on attend finalement de notre interviewé qui s'implique. Et c'est pour ça, vous allez voir qu'on obtient des résultats un petit peu différents de discours un peu convenus sur les questions, quoi. Voilà. Et donc, pardon, ici, on dit, parce qu'on parle de non-directivité et tout, mais notre question, on en est bien conscient, on n'obtient pas un avis ou l'avis des artistes sur une question, on obtient une analyse à partir de notre question, une réponse à notre question. Les résultats, on les considère comme ça. Hein. C'est pas l'avis d'eux, c'est vraiment la réponse, le travail des interviewés à partir de notre question. Donc, notre question induit énormément, et ça, on en est, c'est voulu et assumé, je veux dire. C'est la seule induction, voilà. Dans cette partie-là, c'est la seule induction qu'on a, qui donne le contexte. Dedans, dans cette partie, on inclut, je dirais, une clause de confidentialité, de déontologie, comme quoi on garde l'anonymat, ce qui est important, que normalement, et là ça a été le raccourci, les interviews sont entièrement retranscrits. Là, pour des questions de temps, c'était pas possible. Prendre un entretien de 2 heures, le retranscrire et en faire l'analyse, etc., c'était pas possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à chacun des intervieweurs de faire une synthèse de ce qu'ils avaient entendu. C'est pour ça que c'était enregistré. Parfois même, avec le staff, on a pris un entretien, on l'a écouté intégralement, et au fur et à mesure, on en faisait l'analyse. Donc, on a réussi à avoir des champs croisés qui étaient assez intéressants. Une fois que ça s'est posé, on a la consigne de travail qu'on va donner à l'interviewé. Donc pour ceux qui ont été interviewés ici, voilà, c'était celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous situez, vous, dans vos différentes activités ou casquettes professionnelles, militantes, personnelles, et comment vous parvenez à trouver votre place? Donc c'était complexe, mais compte tenu de ce qui était lu en amont sur le cadre A, je crois qu'on n'a pas eu de bug. Tous les interviewés sont partis. Hein, voilà, bon. En revanche, il est vrai que, si je reviens en arrière, on voit la partie C, c'est le starter. Donc vous l'avez ici là sur l'écran. Le starter, c'est éventuellement la personne bug un peu. On peut lui dire bon, ça fait combien de temps que vous faites ce métier, ou depuis combien de temps êtes-vous à Saint-Denis. Donc ça va le replonger dans sa situation d'acteur, et puis normalement ça redémarre. Voilà. Donc je reviens là-dessus. Ce qui est important, c'est la première induction, c'est la partie A. Après, on reste sur la non-directivité, voire centré, c'est plutôt le terme, c'est centré sur la personne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pense, c'est pas intéressant. En revanche, ce que l'interviewé dit, pour nous, c'est vrai. On n'a pas de jugement à porter. Et ce qui est intéressant, c'est de rester centré sur les mots. Donc des mots valises, des mots clés, qui vont surtout être dits au début. Généralement, l'interviewé donne des schémas essentiels au début de son discours. C'est ceux-là qui sont intéressants de noter. Tout au long de l'entretien, bien entendu, il y a des choses intéressantes, mais quand la première partie est finie, on va revenir normalement sur ces mots-clés et le relancer naturellement sur ce qu'il a déjà dit, de façon à pouvoir le développer. Parfois, des interviewés ont un fil conducteur déjà bien construit, parfaitement théorisé, et c'est beaucoup plus facile.
pour nous, après, c'est surveiller à ce qu'on ne sorte pas du cadre et du champ de référence. Voilà. Alors ça, c'est la première partie. Une fois qu'on est arrivé à ça, eh bien, la deuxième chose, c'est décortiquer ces entretiens. Alors, décortiquer ces entretiens, comme on ne pouvait pas les retranscrire, on a décidé de travailler sur des cartes heuristiques, que vous voyez ici. Donc voilà, la personne dit quelque chose, on commence à faire une ramification, puis une deuxième, etc. Enfin, vous connaissez un peu le principe. Une fois qu'on a fait ça pour chaque entretien, on arrive à faire des portraits. Donc ces portraits, c'est, on va donner un surnom à la personne. Alors ça peut être le vieux jeune, le grisonnant, le bouclé, n'importe quoi, ce qui nous vient à l'esprit. En fait, c'est d'abord pour préserver l'anonymat, mais surtout de façon à donner une représentation égale à tout le staff. Donc moi, j'ai fait un entretien, je le raconte, je dis voilà, donc elle, je l'ai appelée comme ça, pour telle et telle raison, de façon à ce que ça fige la mémoire. D'accord ? Si je dis c'est Madame Michu, personne ne se rappellera de Madame Michu. Mais je dis si c'est la bouclette, tout le monde se rappellera que la bouclette, elle a 35 ans, elle a travaillé ceci et cela, voilà, c'est plutôt ce qu'elle pense, etc. Voilà. Donc c'est un savoir commun. Okay ? Donc là, on a 3 portraits, on n'a pas besoin de développer. Et ensuite, on va commencer à déconstruire. Donc on va prendre une thématique, et puis on va l'attaquer. Donc je te laisse la première, parce que celle-là, elle est bien. Hein, je l'aime bien, celle-là. Oui, donc vous verrez qu'il y a certains schémas